Bienvenue à cette 14e édition du parcours des céramiques et des arts du feu. Aujourd'hui est donc notre dernier jour de conférence. Voilà. Pour rappel, cette année, nous avons la grande chance d'accueillir des pièces du musée Condé. Donc, je vous invite à prendre la petite brochure et puis à retrouver toutes les boutiques partenaires avec les pièces justement exposées dans ces boutiques. Autant profiter de cette chance-là. Et puis, je vais laisser débuter notre première conférencière pour cette dernière journée. Merci. Merci à vous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Viviane Mesqui. Je suis conservatrice au Musée national de céramique à Sèvres, en charge des porcelaines européennes notamment, des faïences fines également et des verres du 18e. Donc je suis un peu madame 18e porcelaine notamment, c'est le gros morceau de la collection dont j'ai la responsabilité. Et du coup, ça impacte le sujet de ma conférence aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Michel-Victor Assier, qui est un sculpteur français qui a travaillé près de 15 ans en fait, à la manufacture de Meissen. On connaît tous Kindler, le grand sculpteur de, je dirais, la première partie de la première carrière, je dirais, de la manufacture de Meissen. Très connu, je vais détailler un petit peu après, mais c'est vrai que Michel-Victor Assier, il est beaucoup moins, en tout cas en France, parce qu'en Allemagne, il est beaucoup plus connu. Et si je m'intéresse à Michel-Victor Assier, c'est tout simplement parce qu'il y a quelques années, j'avais fait une année universitaire en Allemagne, à Heidelberg, et j'avais étudié cet artiste, vraiment vu beaucoup d'objets de cet artiste quand j'étais en Allemagne, notamment. Donc effectivement, moins célèbre que Kindler, qu'on connaît tous, qui est très présent aussi, beaucoup plus présent dans les collections publiques françaises notamment. C'est vrai que Kindler pour introduire ma conférence, il a travaillé près d'une quarantaine d'années en fait, à la manufacture de Meissen, contrairement à Michel-Victor Assier qui a travaillé que 15 ans. Donc déjà, il a marqué un temps long de l'histoire de cette manufacture. Et aussi Kindler, il travaille au cours d'une période un peu d'apogée de la manufacture de Meissen, avant la guerre de 7 ans, donc avant quasiment le milieu du XVIIIe siècle. La période de la première moitié du XVIIIe siècle marquant un petit peu l'essor et l'apogée, en tout cas pour le XVIIIe, de la manufacture de Meissen. Donc il est connu Kindler pour ses figures que je vous présente, par exemple les figures qui évoquent la commedia dell'arte, par exemple avec la figure d'Arlequin à gauche, les figures de couple amoureux un petit peu légers comme ces amoureux à la cage qu'on voit à droite. Les deux figures viennent des collections du Musée national de céramique à Sèvres. Donc là on est dans les années 1730-1740 pour ces deux pièces. Michel-Victor Assier donc, est moins connu, comme je vous disais, alors qu'il a conçu quand même beaucoup, lui aussi, de figures sculptées à la manufacture de Meissen. Pas seulement, vous verrez, je vous montrerai aussi des pièces de forme, des pièces conçues pour les arts de la table. Il a travaillé donc une quinzaine d'années, entre 1764 et 1781. Un moment effectivement moins glorieux, en quelque sorte, pour la manufacture de Meissen, qui connaît un certain déclin économique, notamment au lendemain de cette guerre de 7 ans, entre 1756 et 1764, pour resituer la guerre de 7 ans. Une guerre de 7 ans qui va un peu bouleverser quand même la Saxe sur le plan économique, mais aussi sur le plan artistique, ça va vraiment bouleverser la manufacture de Meissen. Donc il y a tout un contexte de déclin économique, parfois on dit aussi de déclin artistique. Donc je vais vous montrer que malgré tout, dans cette période, Assier, s'il y a des pièces qui ne sont pas toujours heureuses pour l'œil français, en tout cas, effectivement, il y a des pièces qui sont un peu étonnantes, qui correspondent vraiment plus au goût allemand, en quelque sorte, on pourrait dire. Il a quand même une palette assez large de création. Donc c'est ce que je vais vous montrer pour que vous ayez une vision un petit peu complète de son travail. C'est vrai qu'aussi cette année 1756, c'est une année qui résonne à double titre. C'est le déménagement de la manufacture de Vincennes à Sèvres. C'est aussi un peu le début du rayonnement international aussi de cette manufacture dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui va vraiment prendre la relève par rapport à la manufacture de Meissen, qui vraiment inondait en quelque sorte l'Europe au cours de ce XVIIIe siècle. Donc un artiste moins connu qui a été pourtant beaucoup étudié en Allemagne, c'est ce que je vous disais en introduction, il est très connu en Allemagne, pour le coup Michel-Victor Assier, beaucoup d'études, et c'est vrai qu'en France on voit très peu de pièces exposées, parfois méconnues. Par exemple, j'ai interrogé mes collègues du musée du Louvre. Théoriquement, ils n'ont pas, je dis théoriquement parce que parfois les pièces ne sont pas bien identifiées, ils n'ont pas de pièces de Michel-Victor Assier dans leur collection. Et c'est vrai, quand on voit les collections, même le Musée national de céramique à Sèvres, clairement les acquisitions, que ce soit des acquisitions à titre onéreux ou gratuit, elles ont été orientées plutôt sur la période Kindler, clairement. En tout cas, pour la production sculptée, c'est vraiment un peu cette période d'apogée qui a été... ça correspond aussi au goût, je pense, d'une politique d'acquisition d'une certaine époque. En tout cas, c'est vraiment ce qui a été privilégié. Je vous montre ici une pièce du Musée des Arts Décoratifs qui est exposée, une pièce qui est attribuée, un ensemble de pièces de déjeuner attribuées à Michel-Victor Assier. Donc il y a beaucoup de pièces en fait, qui sont attribuées. Il y a encore tout un travail aussi pour les Français, pour les collections françaises à fournir. J'aimerais bien aller davantage à Dresde et à Meissen justement pour contribuer à identifier davantage certaines pièces.
Donc on va avoir un certain nombre de pièces qui sont attribuées et parfois il y a beaucoup d'incertitudes. Donc là, c'est un ensemble caractéristique de ces années 80, 1780-1790 à la manufacture de Meissen, des formes plus sobres. Et surtout, c'est cette anse, vous voyez, pour cette verseuse, cette anse très géométrique, on le voit très souvent pour un certain nombre de pièces qui sont attribuées ou qui sont avec certitude conçues par Michel Victor Assier. Ici, je vous montre deux pièces conservées au Musée national de céramique en réserve. Des pièces qui ont été, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, qui sont arrivées à Sèvres grâce aux échanges réalisés par Alexandre Brognard avec le musée de Dresde, la Porzellansammlung de Dresde. Il y a eu un ensemble d'échanges. Nous-mêmes, nous leur avons envoyé des échantillons, certaines pièces antiques notamment, mais pas uniquement. Et en retour, ils nous ont envoyé, parmi les chefs-d'œuvre connus du musée, les animaux de Meissen, donc effectivement qui trônent aujourd'hui dans les salles du musée. L'ensemble le plus célèbre de ces envois de l'année 1737, c'est ça. Mais on a reçu aussi des petites pièces comme ça, plus modestes. Donc ces pièces, d'après le dessin de Michel Victor Assier, qui sont des années 1820. Vous verrez au cours de ma conférence, en fait, il y a beaucoup une mode vraiment et un goût pour les figures de Michel Victor Assier qu'on voit beaucoup sur le marché de l'art, qui ont été un peu abusivement reprises et qu'on voit traitées sous toutes les couleurs. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on a, en tout cas pour l'œil français, je pense, un certain rejet peut-être parfois de ces figures qui sont traitées avec une polychromie ou un certain style qu'on n'apprécie pas toujours en France en tout cas. Donc voilà, deux figures assez emblématiques aussi du travail de Michel Victor Assier. On est vraiment à la fin du XVIIIe siècle pour les motifs, que ce soit la mode parfois d'inspiration française, effectivement, le mobilier néoclassique, les bases également de ces figures avec ces petits entrelacs là, tout à fait caractéristiques. On a souvent des bases avec des motifs de grec, par exemple, des motifs très néoclassiques. L'enfance est omniprésente dans la carrière de Michel Victor Assier, c'est vraiment le motif de l'enfant. Donc là, on a un petit garçon avec un livre et puis une petite fille avec une montre sur sa main qui ont été conçus vers 1775 par Michel Victor Assier. Donc le Louvre, je vous disais, pas d'œuvre. Et alors moi, je me suis un peu baladée dans les collections publiques françaises ou également à l'étranger, et j'ai vu que, par exemple, certains petits musées en France conservaient parfois des figures de Michel Victor Assier. Donc là, je vous l'indique parce que je trouve que c'est intéressant, et les exposent. Ce que ne vont pas forcément faire les musées parisiens également. Donc là, par exemple, on a un groupe qui est conservé au musée Guéret, musée d'art et d'archéologie. Donc, un musée qui est en cours de chantier, donc la pièce n'est pas exposée actuellement, mais elle était exposée quand j'étais allée au musée il y a quelques années. C'est une réédition du 19e siècle qui est exposée, ce qu'on n'expose pas toujours, justement, les rééditions. Donc c'est intéressant. Eux faisaient le choix d'exposer ce groupe qui est assez caractéristique du travail de Michel Victor Assier en collaboration avec Johann Carl Schönheit. Beaucoup, vous verrez, Michel Victor Assier a collaboré avec d'autres artistes qui ont donné les dessins ou qui ont travaillé sur la sculpture avec lui. Donc ça complexifie aussi les attributions. En tout cas, il y avait souvent un travail collectif. Il n'était pas toujours tout seul dans son travail. Donc là, je vous montre une pièce qui est conservée dans les collections publiques françaises avec une palette aussi très étonnante, beaucoup plus 19e, en tout cas pour son style. Beaucoup de scènes familiales dans la carrière de Michel Victor Assier. On est dans les années 1780, voire un peu plus tardives. Oui, enfin plutôt les années 1770-1780. Et c'est vrai que les thématiques de famille, de scènes familiales, parfois de scènes un peu vertueuses aussi, sont très à la mode, en quelque sorte, avec la sensibilité de cette époque. En voyage en Italie également, j'ai vu un certain nombre de choses, et cela c'est assez intéressant. Pas mal de musées italiens en fait, exposent vraiment beaucoup de pièces d'après Michel Victor Assier. Donc là, on est à Rome, au musée du Capitole, dans la Galleria Cini, où ils ont, c'était le vrai paradis, toute une galerie avec en fait tout un ensemble de dons de la fin du 19e siècle du comte Francesco Cini, qui a donné énormément de pièces de la manufacture de Meissen. La période Kendler, mais aussi la période Marcolini. Donc Marcolini, je vais vous en parler, c'est ce directeur qui arrive en 1774 à la manufacture de Meissen. Donc une période au cours de laquelle Michel Victor Assier travaille. Et donc des pièces un peu plus tardives, plus néoclassiques, qui vont être produites sous la direction de Marcolini. Et donc on a les différents styles, je dirais, de la manufacture de Meissen représentés dans cette galerie. Je vous montre une photo que j'avais prise. Alors je suis désolée, elle est de très mauvaise qualité, mais voilà, il y avait un ensemble de figures comme ça, d'après Michel Victor Assier, exposées. Et ça, moi, j'ai jamais vu ça en France, en tout cas. Donc peut-être que ça correspond plus aussi au goût italien, je ne sais pas. Mais effectivement, et je vous montrerai un autre exemple à Milan, où j'étais cet été, et aussi j'ai vu un certain nombre de groupes d'après Michel Victor Assier qui étaient exposés. Donc vous avez à gauche les amusements de l'enfance, donc conçus par Michel Victor Assier en collaboration avec Schönheit. La Bonne Mère, je ne sais pas si dans la souris vous ne la voyez pas, La Bonne Mère, c'est le groupe que vous retrouvez, je vous ai montré le même tout à l'heure du musée Guéret.
toujours les années 1774, toujours en collaboration avec Schönheit. Et les deux derniers groupes à droite, ça s'appelle les parents heureux, donc on voit le couple de parents avec l'enfant. Et à droite, vous avez un groupe un peu coupé, la jeune mariée. Les deux derniers groupes que je vous présente sont conçus par Michel Victor-Acier exclusivement. Et vous voyez toujours des socles, même si on ne les voit pas très bien là, vous devinez des socles assez sobres par rapport à l'époque de Kendler, par exemple, où les socles sont tout en courbe et contre-courbe. Là, c'est vraiment beaucoup plus sobre. Ici, une vue, la photo n'est pas non plus excellente, mais je l'ai prise donc, cet été à Milan aussi. Donc là, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, à Milan, il y a le Palazzo Morando, qui est le musée de la mode de la ville de Milan, même s'il n'expose pas beaucoup de vêtements, mais c'est le musée de la mode de la ville de Milan, galerie de peinture notamment et de mobilier. Et donc, il y avait toute une vitrine avec beaucoup de figures de cette seconde moitié du 19e siècle. Là, c'est une réédition du 19e siècle, vraisemblablement, d'un groupe que je vous montrerai plus tard. En détail dans une version 18e, donc là exposée. Ce groupe, il s'appelle La Balançoire, donc je vous le montrerai, c'est le pendant d'un groupe qui s'appelle les Échasses, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc toujours des enfants qui s'amusent, souvent des compositions un peu dynamiques comme ça, circulaires d'enfants autour de piliers centraux, on va dire. Donc un artiste méconnu qui pourtant va arriver à Meissen en 1764, à une période qui va marquer un peu un tournant stylistique, artistique, il va essayer de contribuer au développement de l'influence française. Ça ne va pas être le seul artiste qui va y contribuer, même si c'est le français, mais ce n'est pas du tout le seul. Parfois, c'est même les artistes vraiment allemands qui vont encore plus contribuer à l'influence française et donc contribuer à cette influence et surtout accompagné par le souhait du comte Marcolini, un peu le parallèle finalement du comte d'Angévillers à la manufacture de Sèvres, qui a voulu vraiment développer l'influence néoclassique à Sèvres. Et bien le comte Marcolini va aussi, accompagné de Michel Victor-Acier, développer cette influence néoclassique. Donc vraiment un tournant quand Michel Victor-Acier arrive à la manufacture de Meissen, un tournant stylistique. Et je pense qu'en France, on connaît plus la première période de la manufacture de Meissen que cette seconde moitié du XVIIIe qui était pourtant importante. Il y a quand même eu un développement important de cette manufacture. Pour votre information aussi, et ça on le sait moins, Michel Victor-Acier, c'est le grand-père de Tchaïkovski. Donc c'est quand même, rien que pour ça, c'est quand même un personnage aussi très intéressant. Ce qui intéresse beaucoup le monde russe et le monde germanique notamment, si ça vous intéresse, vous avez un site internet qui s'appelle très sérieux, très bien documenté, le Tchaïkovski Research, qui documente énormément Michel Victor-Acier, alors moins sur le plan artistique, mais beaucoup sur le plan généalogique en fait, par rapport à toute la généalogie de Tchaïkovski. Donc c'est assez étonnant, c'est un personnage qu'on n'attend pas là, mais voilà, grand-père de Tchaïkovski. Donc voilà. Alors, donc Michel Victor-Acier, il est versaillais. Et je suis sensible, habitant à Versailles. Donc il est né en 1736 à Versailles. Je vous montre ici son acte de baptême qui est conservé aux archives départementales des Yvelines. On voit à gauche Michel Victor-Acier. Bon, ça c'est plus anecdotique, mais donc, baptisé à la paroisse Notre-Dame. Michel Victor-Acier, il va surtout être formé au sein de l'Académie royale de sculpture entre les années 1758 et 1764, l'année de son départ donc à Meissen. Voilà, l'année de son embauche en fait à la manufacture de Meissen. Il est difficile aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien, il faut que j'aille faire des recherches complémentaires aussi à l'école des Beaux-Arts, ce que j'ai toujours pas eu le temps de faire, j'en suis désolée. On ne sait toujours pas très bien, souvent il a été dit un peu rapidement que c'était Falconet, le maître de Michel Victor-Acier. Moi je l'ai beaucoup lu dans plein d'articles, mais c'est pas certain. En fait, on n'en est pas sûr à 100%. Et oui, on le dit un peu rapidement, mais en fait, ce n'est pas sûr à 100%. Effectivement, on voit une influence de Falconet sur le travail de Michel Victor-Acier à ses débuts, mais ce n'est pas certain. Donc, les chercheurs, notamment allemands, mais pas uniquement, font des hypothèses, par exemple, que ce soit Willy Goder, par exemple, si vous le connaissez, soupçonnait que ce soit peut-être Louis-Claude Vassé, Isabelle Frère, qui a fait une thèse sur l'enseignement de la sculpture à Paris, entre 1740 et 1770, elle hésitait entre Pigalle, Vassé et Pajou. Donc voilà, il y a eu des hésitations. Effectivement, on l'associe aussi à Falconet, mais en fait, ça mérite d'être un peu plus recherché et être affiné. Même si l'influence de Falconet, elle est certaine, mais de toute façon, on voit aussi dans les années 50, mais surtout 60, chez Michel Victor-Acier, l'influence de différents artistes contemporains parisiens, notamment, qui travaillent à Paris, dont Falconet. Je vous montre une des rares pièce d'avant la période à Meissen de Michel Victor-Acier. Elle est conservée à Versailles, au musée Lambinet. C'est une terre cuite. Je vous montre la photo en noir et blanc. Après, je vous montrerai des photos en couleur parce que c'est la meilleure photo que j'ai de cette pièce. Ils n'ont pas de photo HD au musée Lambinet de cette œuvre. Donc, du coup, là, je trouve qu'on la voit bien. C'est une œuvre qui fait une 60aine de centimètres, donc qui est quand même assez grande. Une pièce en terre cuite. Signée Acier 1758, je vous montrerai la signature après. En fait, c'est une pièce qui a été donnée par legs à la fin du 19e siècle au musée, à la ville de Versailles.
par Victor Barth. Victor Barth qui a fait un legs en fait à la ville, aussi bien pour le musée que pour la bibliothèque municipale. Et en fait, au début du XXe siècle, il y a eu des tas d'échanges de collections entre la bibliothèque et le musée Lambinet notamment. Et donc c'est comme ça que cette terre cuite est passée de la bibliothèque au musée Lambinet. Mais c'est étonnant que cette sculpture de Michel-Victor Assier, même s'il est versaillais, etc., se trouve ici dans ce musée. Et on ne fait pas du tout le parallèle tellement avec sa carrière à Meissen dans cette institution. Donc je vous montre quelques photos de détails. Ils étaient en chantier des collections au mois de mai-juin, le musée Lambinet. Ils présentent de manière renouvelée leur collection. Donc voilà, j'ai pu regarder un peu de plus près cette terre cuite, qui peut évoquer parfois un peu aussi Falconet. Donc parfois on fait le parallèle avec cette œuvre. Donc c'est un Saint-Marc. On reconnaît le lion qui est à ses pieds. Et vous avez donc la belle signature au pied, Assier, 1758. Alors, cette œuvre, elle n'est pas très bien documentée pour l'instant. Elle provient peut-être qu'elle provient d'un lien avec son travail à l'Académie des Beaux-Arts. Ça mérite d'être un petit peu creusé, mais elle n'est pas très bien documentée, cette pièce, aujourd'hui. Donc, à part son arrivée au XIXe siècle, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je n'ai pas du tout le temps de faire des recherches. C'est un début de travail. En tout cas, voilà, cette formation parisienne, elle va être importante parce qu'elle va marquer à plus d'un titre de cet artiste. Donc, on parlait de l'influence avec Falconet, par exemple. Mais voilà, il y a tout un héritage, forcément, de l'inspiration artistique contemporaine de la scène parisienne, notamment Falconet, Pigalle. C'est évidemment des artistes comme Greuze qui vont influencer aussi Michel-Victor Assier. Et ça se répercutera sur son travail, on verra à Meissen. Et je vous expliquerai aussi comment certains artistes allemands qui ont séjourné à Paris et qui vont travailler ensuite à Meissen en même temps que Michel-Victor Assier vont aussi eux-mêmes importer une influence française qui inspirera Michel-Victor Assier. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Michel-Victor Assier à Meissen. Je vous présente ici une statuette d'Auguste II le Fort, qui est un peu le fondateur en quelque sorte de cette manufacture de Meissen, fondée officiellement en 1710. C'est une figure qui date des années 1720, qui est conservée dans les collections de la reine d'Angleterre. Fondation en 1710 de cette manufacture, je vous en redis juste deux mots, notamment beaucoup de recherches menées par le chimiste Bödger à cette époque-là, qui va aussi, grâce aux gisements de kaolin qui vont être découverts dans des montagnes tout près de la manufacture, les monts métallifères, pouvoir aussi par des recherches découvrir la recette de cette porcelaine dure. Une manufacture très importante, notamment dans cette première moitié du XVIIIe siècle. Beaucoup de pièces, je dis inondent l'Europe, en tout cas par exemple sont collectionnées à Paris, on sait sont exportées, achetées, on sait que Madame de Pompadour avait des pièces par exemple de la manufacture de Meissen, etc. Je pense qu'au XVIIIe siècle, les amateurs ont été plus amateurs de cette première période de la manufacture de Meissen. Je n'ai pas fait de travail approfondi, donc je ne peux pas le certifier, mais je pense que les pièces des années 60, 70, 80 étaient beaucoup moins collectionnées, en tout cas pour les figures, par les collectionneurs parisiens, mais ça mérite d'être approfondi. Donc la manufacture connaît cette phase difficile au moment de cette guerre de 100 ans, moment charnière de son époque, moment au cours duquel Michel-Victor Assier va être recruté donc en 1764, dans ce contexte où la manufacture va chercher à renouveler son inspiration, à se relancer en quelque sorte et à relever le challenge de la concurrence avec la manufacture aussi de Sèvres. Il faut savoir qu'il y avait 2 employés de la manufacture de Meissen qui étaient venus à Paris pour chercher justement du sang frais, du sang nouveau pour irriguer cette manufacture de Meissen qui était un petit peu sur le déclin. Donc c'est Johann Christoph Humich et Johann David Elsasser qui étaient venus à Paris. Ils ont acheté des dessins, ils ont acheté des estampes pour servir de modèle à la manufacture allemande, mais ils ont aussi recruté lors de leur séjour en 1764 Michel-Victor Assier, qui va devenir donc modeleur à la manufacture de Meissen. Alors juste également, je voulais souligner, je vous parlais des artistes allemands qui ont pu jouer un rôle dans l'influence parfois française, etc., à la manufacture de Meissen. Je voulais juste parler de Johann Georg Wille, qui est un artiste allemand qui va travailler l'essentiel de sa vie à Paris, mais qui lui aussi, par exemple, va contribuer au recrutement de Michel-Victor Assier. En fait, il va rencontrer les deux personnes que je vous ai citées précédemment, qui ont recruté Michel-Victor Assier. Il va les mettre en relation avec Assier. Et en fait, Wille, dont là vous avez un portrait par Greuze conservé au musée Jacques Marandré, qui date de 1763, Wille, il joue vraiment un rôle important d'intermédiaire comme ça, de mise en relation de tout un réseau d'artistes. Donc son rôle est assez important. Donc recruter un artiste français, c'était aussi l'idée de marquer une influence, d'introduire une influence française plus forte, et ça on va vraiment le voir dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, que ce soit par le biais de Michel-Victor Assier ou pas seulement. Et on voit bien dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle à Meissen, on va aussi beaucoup s'inspirer de la manufacture de Meissen. Ça va être moins le sujet aujourd'hui de mon intervention, mais en tout cas c'est vrai qu'on va vraiment copier des modèles et des formes, etc.
première période, je dirais, la carrière de Michel Victor-Acier, par tradition, on la présente un peu en 2 temps. Je dirais du vivant de Candler, et ensuite après la mort de Candler en 1775. Donc là, je vous présente plutôt la première moitié, 1764-1775. Une première partie de carrière, pardon, un peu dans la continuité quand même de Candler. Il y a vraiment des liens dans les figures. On voit des débuts d'inflexion néoclassique, par exemple, dans cette figure, mais on est encore... Et d'ailleurs, il va beaucoup collaborer avec Candler dans cette première période. Donc, c'est vraiment la deuxième période où il affirme peut-être davantage son style, en tout cas où la transition néoclassique est beaucoup plus forte. Ici, c'est la figure du joueur de violon, conçue dans les années 1765-1770 par Michel Victor-Acier. Donc voilà, une figure d'enfant très, très simple, mais très différente quand même des figures d'enfants plus animées, je dirais, de Candler, dans les années 50 notamment. Vous avez ici un garçon assis avec un livre, conçu là aussi vers 1770, vraisemblablement attribué à Michel Victor-Acier, conservé à Dresde, à la Porzellansammlung. La pièce précédente aussi était conservée à Dresde, à la Porzellansammlung. Et d'ailleurs, je vous montrerai beaucoup de pièces qui sont conservées dans cette institution. Donc, on voit beaucoup aussi d'enfants habillés un peu comme des adultes dans les figures de Michel Victor-Acier. Là, vous avez un socle qui est beaucoup plus, même s'il est différent, qui est quand même plus dans l'esprit de ce que faisait Candler notamment. Donc là, l'enfant s'interrompt en quelque sorte dans sa lecture, comme s'il était en train de méditer et de réfléchir sur le passage qu'il venait de découvrir. Un des ensembles assez intéressants qui témoigne assez bien de ce lien, en fait, de cette collaboration entre Michel Victor-Acier et Johann Joachim Candler, c'est la Große Russische Bestellung, la grande commande russe, qui est passée par l'impératrice Catherine II. Donc on est dans les années 1770. C'est une commande d'un ensemble de groupes sculptés, de figures, qui vont être conçus par Michel Victor-Acier ou Candler. Candler qui joue quand même un rôle assez prééminent, il va concevoir la quasi-majorité en fait, de l'ensemble. Parfois ça pose des questions d'attribution, donc ça c'est aussi assez compliqué. Mais on voit en tout cas une homogénéité, en tout cas stylistique pour cette commande. Et donc une certaine, voilà, un travail collaboratif assez étroit entre les deux artistes. Ici je vous présente l'allégorie du commerce, qui est donc attribuée soit à Candler, soit à Acier. Donc il y a vous voyez, cette commande, cette collaboration, parfois elle pose vraiment des problèmes d'attribution. Mais a priori c'est plutôt Michel Victor-Acier. En tout cas, on a une figure beaucoup plus assagie, assez posée dans cette allégorie du commerce, avec cette figure de Mercure qui est en train d'inscrire un message sur la plaque qui est située devant lui, appuyée sur une colonne. Figure qui évoque notamment la bataille navale de Tchesmé, qui a eu lieu en 1770, avec un affrontement entre la flotte russe de Catherine II et la flotte turque de l'Empire ottoman. Donc en fait, c'est tout un ensemble de figures qui célèbrent aussi l'Empire russe sur le plan militaire, je dirais. C'est tout un ensemble de groupes sculptés qui a été conçu pour le château d'Oranienbaum. Oranienbaum, c'est la ville qui est située à l'ouest de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, elle s'appelle Lomonosov. Et donc voilà, tout un ensemble qui a été conçu pour son château d'Oranienbaum. Il y a à peu près une quarantaine de figures, donc c'est quand même un ensemble assez colossal. Vous avez également l'allégorie de l'architecture. Donc en fait, on a plusieurs groupes d'allégories des arts comme ça qui ont été conçus cette fois-ci par Michel Victor-Acier. Donc là, vous avez trois figures ailées avec les attributs caractéristiques de l'allégorie de l'architecture, notamment l'entablement, le fragment d'architecture, l'équerre par exemple, donc reposant sur un socle assez régulier. Et on retrouve toujours cette frise de petites vagues là, de postes en partie inférieure. Et là, je vous montre un groupe de Candler. On voit aussi l'évolution de Candler lui-même, qui a pu faire des choses très agitées. Et là, c'est quelque chose aussi de plus posé, au contact avec l'évolution du temps, mais aussi au contact des artistes avec lesquels il collaborait. Donc là, on est en 1774. Toutes les figures que je vous ai montrées sont, pour leur conception, datées des années 1774. Et toutes les figures que je vous ai montrées sont conservées au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Donc là, c'est une figure de Vénus sur son char. C'est des groupes quand même assez imposants. Je n'ai pas noté les dimensions précises, mais en tout cas, techniquement, c'est des groupes assez massifs. On va passer à la deuxième période de la carrière de Michel Victor-Acier, entre 1775 et 1781. Et là, vous allez voir, il se révèle.
Alors, on a des groupes qui changent vraiment, il y a une inflexion réelle par rapport aussi aux thématiques qu'on a pu voir précédemment, vraiment les scènes de famille, beaucoup d'enfants, mais beaucoup de scènes familiales aussi qui sont très présentes dans la carrière de Michel Victor-Assier, dans cette deuxième carrière, et avec une inflexion néoclassique aussi beaucoup plus forte, parfois un peu sévère pour les années 1780. Cette inflexion néoclassique, elle arrive par plusieurs biais. Donc là, on est vers 1775, c'est l'année de la mort de Candler. Le comte Marcolini, qui prend la tête de la manufacture en 1774, donc vient tout juste d'arriver. Il veut vraiment développer l'inflexion, enfin le courant néoclassique à la manufacture de Meissen, dans un courant global à l'échelle européenne aussi de développement de ce courant artistique. Donc vraiment le courant classicisant qui se développe à cette époque-là. Il faut savoir que le comte Marcolini, qui dirige la manufacture de Meissen, a séjourné lui-même à Paris au cours de la guerre de 7 ans, justement. Et donc vraiment, il a un rôle important dans cette inflexion néoclassique, inflexion aussi, je dirais, sensible. On va voir, par le biais de l'influence de Greuze notamment, mais pas uniquement, un courant plus sensible dans les scènes qui sont représentées. Il faut savoir également que ce courant néoclassique chez Assier, il est lié aussi à la collaboration qu'il va pouvoir avoir avec plusieurs artistes. Je vous cite notamment Johann Eleazar Zeissig, qui est connu sous le nom de Schönau, qui est un artiste très important qui collabore énormément avec Michel Victor-Assier. Il dessine beaucoup de compositions que Michel Victor-Assier va transcrire en 3 dimensions. Donc, parfois, cette influence française, elle passe presque plus par le biais de Schönau que par Assier, qui transcrit en adaptant, bien sûr, les compositions dessinées de Schönau, mais Schönau joue un rôle vraiment très important pour Assier. Lui-même a été formé à Paris, et dans le cercle notamment de Jean-Baptiste Greuze, donc c'est pour ça que je vous parlais de l'influence de Greuze, effectivement ça passe aussi par ce canal-là. Donc beaucoup de modèles évoquent cet artiste par le biais de ces artistes-là. Et il va collaborer également avec un deuxième artiste, Johann Karl Schönheit, donc là un autre modeleur, collaboration qui commence dès qu'il arrive à la manufacture de Meissen, mais qui va devenir plus étroite après le décès de Candler. Alors je vous présente ici le groupe de l'École de l'amour, un groupe quand même assez imposant, donc on voit toujours ces groupes un petit peu complexes, à plusieurs personnages, vous verrez, je crois qu'il y a une photo du dos, voilà, avec 2 autres figures, j'y reviendrai après, donc des groupes assez compliqués. Ici c'est un groupe qui est conçu à la fin des années 1770 par Michel Victor-Assier, en collaboration avec Schönheit, qui est conservé à Dresde, à la Porzellansammlung, avec une petite inscription qui est notée sur le livre devant l'enfant. Beaucoup d'inscriptions en français aussi dans les œuvres de Michel Victor-Assier. Précepte de l'amour, faites-vous remarquer, animez le désir, tendez des pièges, cachez votre jeu. Donc voilà, on voit vraiment ce goût pour ces figures un peu tournoyantes et ces échanges entre les différents personnages aussi, souvent dans les groupes de Michel Victor-Assier. Donc là, la figure qui domine un peu cette composition, c'est cette femme qui retient l'amour, qui est en train d'inscrire ce que je viens de vous lire sur ce petit livre. Et il est entouré de 3 filles un petit peu agitées dans tous les sens, au point que l'une d'entre elles renverse son panier de fleurs. Je ne sais pas si vous voyez en bas à droite, elle est en train de renverser toutes les petites fleurs qu'elle contenait dans son petit pot là. Donc Schönheit, en fait, qui a collaboré avec Assier pour ce groupe, a vraiment plutôt conçu le socle. Donc vraiment le groupe sculpté, les figures, c'est vraiment plus Michel Victor-Assier qu'on peut voir dans cet ensemble. C'est vrai que l'influence néoclassique à Meissen, elle se traduit par les sujets, par ces socles avec ces motifs géométriques de manière diverse, par ces palettes de couleurs. Alors là, c'est souvent difficile dans les œuvres que je vous montre parce que parfois j'ai trouvé que des rééditions du 19e siècle, donc on ne peut pas forcément avoir la palette du 18e. Mais en tout cas, on voit beaucoup de palettes assez pâles, souvent dans les figures qui ont été peintes de Michel Victor-Assier. Donc là, je vous montre les 2 dames qui étaient au dos de ce groupe un peu complexe, avec une guirlande de fleurs. Voici ici par exemple donc je vous parlais du thème de l'enfance, très présent chez Michel Victor-Assier. C'est un motif aussi qui est très présent à la manufacture de Sèvres, dès les années 50 également, donc c'est pas tellement original en soi. La famille, la mère, la place de l'enfant, c'est très présent. Il y a aussi toute cette littérature rousseauiste, notamment, toute cette époque d'évolution, d'une sensibilité assez nouvelle sur la place de la famille, des enfants notamment. Donc ça s'inscrit un petit peu dans cette dynamique-là. Donc là, c'est une enfant avec une poupée, une figure en porcelaine dure conçue vers 1777, attribuée à Michel Victor-Assier, conservée à la Porzellansammlung de Dresde. Donc toujours cette mode soigneusement décrite avec un jeu de couleurs
pour décrire tous les effets, tous les motifs du textile. Vous avez une petite poupée donc, qu'elle tient dans sa main, c'est un groupe assez amusant. En tout cas, il y a un soin, une minutie qui est assez importante même dans le chapeau de l'enfant. Vous avez le groupe de la balançoire, donc c'est celui-là que je vous montrais tout à l'heure à Milan. La balançoire, et je vous montrerai son pendant tout à l'heure, les échasses. Donc là, c'est un groupe qui est conçu vers 1780 par Michel Victor Assier. Donc cette structure, toujours avec cette espèce de terme qui est au centre, et les enfants qui s'amusent et qui dialoguent entre eux, avec cette jeune femme qui est à moitié renversée comme la colonne, qui est juste derrière elle. Donc voilà, c'est 3 enfants qui jouent entre eux. L'un tient un tambour également avec sa petite baguette. Donc il y a vraiment un caractère très vivant de ces groupes de Michel Victor Assier. On a aussi une inspiration très néoclassique qu'on voit sur le socle, c'est assez frappant. Le pendant de ce groupe, c'est les échasses. Donc là, on est aussi vers 1780. C'est un groupe qui est conservé toujours à Dresde, à la Porzellansammlung. Toujours le même type de composition un petit peu amusante et distrayante, avec ces enfants qui reposent sur ce socle, au pied d'un terme. Et donc la jeune fille, rôle principal de cette composition sur ces échasses. Mais quand même, elle est maintenue par un jeune homme derrière elle. Et le garçon qui est devant elle, vous voyez bien, il soulève sa jupe. Donc c'est voilà, ce genre de sujet. Et puis souvent les enfants aussi chez Michel Victor Assier, ils peuvent prendre des attitudes d'adultes parfois, que ce soit dans les costumes ou dans certains de leurs gestes. Donc c'est un petit peu, en tout cas là c'est assez amusant, un peu grivois dans ce groupe. Je vous montre le groupe de la Bonne Mère. Donc je crois que c'était ça que je vous montrais pour le musée Guéret. Là c'est une réédition à nouveau du 19e siècle, toujours avec une palette de couleurs différentes. Là, donc, le modèle a été conçu en 1774 par Michel Victor Assier et Schönheit. Cet exemplaire-là est conservé à Princeton University Art Museum. Et il semblerait que cette composition s'inspire d'un dessin de Schönau, conservé à Dresde au Kupferstiche Cabinet. Dans l'inspiration, on pense à Greuze, parfois dans certaines de ses compositions. C'est vrai que Greuze, ça va être une source d'inspiration majeure pour la manufacture à cette époque-là. Là, on voit une mère avec ses 3 enfants, de 3 âges différents. Ce qui est amusant, c'est le côté très vivant de l'enfant sur les genoux de la maman, par exemple, avec toutes les cartes du coup qui sont renversées parce qu'il s'est mis à lever ses mains tout d'un coup. Quand on voit ce tableau, c'est aussi tout le contexte des représentations de scènes familiales de ce type de l'époque. Rien à voir, mais on pourrait très bien faire le parallèle avec le tableau de Vigée-Lebrun, par exemple. Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, de 1787, qui est conservée au château de Versailles, représentée avec ses enfants. On a finalement une composition assez similaire. En tout cas, c'est ce genre de scène qu'on représente, qu'on aime représenter à cette époque. Je vais vous montrer un petit peu de pièces de table, de pièces de forme. Michel Victor Assier, il a beaucoup conçu aussi de vases et de pièces pour la table. Donc c'est assez intéressant, ça permet d'avoir une autre image aussi, un autre regard sur cet artiste assez complet en fait. Et là vraiment des formes qui parfois évoquent presque le goût grec à la française, avant même ce néoclassicisme un peu plus sévère. Donc là vous avez au premier plan une écuelle couverte sur un plateau et une assiette. Au second plan, donc on est là aussi dans les années 1770 vers 1774. Et cet ensemble est attribué à Michel Victor Assier, conservé à Dresde, à la Porzellansammlung. Donc un service probablement envoyé à Karl Christian Joseph, le fils d'Auguste III, duc de Kurland, pour son Kurländer Palais à Dresde. Un service pour une 50aine de personnes. Un service qui, par le profil par exemple de l'assiette, évoque un petit peu les productions antérieures, un petit peu plus rococo on pourrait dire, mais qui s'assagit et qui est quand même assez sobre ici, avec un décor ajouré assez intéressant sur la bordure de l'assiette par exemple, mais aussi du plateau de l'écuelle. Et un décor sinon de fleurs, de rubans aussi, d'inspiration plus classicisante au niveau du marli notamment de cette pièce. Le décor peint est quand même très très beau. Le décor peint très riche sur le plan chromatique de cette assiette, où l'or lui aussi vient souligner les décors, le profil aussi de la pièce avec ses têtes de bélier, notamment sur les côtés de cette écuelle. Je vous montre une autre écuelle couverte. Je pense que la photo souligne la palette très étonnante, notamment la photo de gauche, là c'est un peu exagéré, ça doit être un peu plus assagi quand même en réalité. Donc on retrouve un petit peu ce même type de forme là, vraiment très sobre, avec ce goût pour le fait de souligner toute la bordure de l'assiette, là en l'occurrence, c'est plutôt le plateau de cette écuelle, une sorte de chapelet de perles en quelque sorte traité en relief pour cette soucoupe. Et vous voyez les anses de l'écuelle qui rappellent un petit peu les anses des pièces qu'on avait sur le déjeuner, conservées au musée des arts décoratifs. Donc c'est vraiment des profils appréciés en tout cas à cette époque-là pour ce type de pièces et que Michel Victor Assier a beaucoup utilisé.
Donc voilà, on retrouve le motif du ruban, si vous voyez en rouge, là traité en léger relief sur les deux éléments de cet ensemble, avec oui, 2 bandes de ruban pour l'écuelle elle-même. Donc là, on est vers 1777 et le décor a probablement été réalisé par Chenao, tandis que la forme a vraisemblablement été conçue par Michel Victorassier. L'ensemble est conservé toujours à Dresde, à la Porzellansammlung. Je vous montre un vase également. Un vase qui fait partie d'une paire, donc j'en ai pris qu'un. On retrouve un peu des têtes ici, des mascarons avec des cornes, un peu comme les béliers tout à l'heure. On est vers 1774-1814, donc c'est la période Marcolini, parce que ce vase porte la marque de Meissen utilisée au cours de la période Marcolini. Donc 1774-1814, probablement plutôt fin 18e ici. Et donc là, Michel Victorassier, d'après un dessin de Chenao, avec cette forme, un peu une forme d'œuf en quelque sorte, pour ce vase couvert tout à fait décoratif, avec un triomphe aussi du décor peint polychrome sur à la fois le couvercle, mais aussi la partie inférieure du vase. Et pour terminer avec les pièces de forme, je vous montre ce vase pot pourri, conçu vers 1775. C'est une édition vraisemblablement, en tout cas la polychromie date vraisemblablement du début du 19e siècle. Il est conservé à Dresde, à la Porzellansammlung. Donc là, on a aussi tout ce vocabulaire. On retrouve sur le couvercle la partie ajourée qui évoque un petit peu les écuelles que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, ces frises ajourées comme ça. Les anses un petit peu plus animées ici, mais toujours avec des profils plutôt géométriques. Et une forme voilà, très, très régulière qui s'inspire en fait directement des urnes un petit peu à l'antique. On aimait beaucoup ce type de vase en forme d'urne à la fin du XVIIIe siècle. Ce qui est intéressant du décor, c'est cette espèce de camailleux jaune-brun un petit peu étonnant. Mais voilà, on voit le décor floral qui continue de s'épanouir à la manufacture à cette époque. Et oui, je vais vous montrer un groupe de Falconet. J'attendais une réaction. Effectivement, je l'évoque très peu aujourd'hui, mais effectivement, l'influence, parce qu'elle ne passe pas toujours par Michel Victorassier, mais l'influence de la manufacture de Sèvres est très très importante à Meissen dans les années 70-80 notamment. On va vraiment copier des formes de pièces de table, on va aussi reprendre certaines sculptures, donc c'est ce que je vais montrer avec ce groupe. Donc voilà, très forte influence de la manufacture de Sèvres, notamment par le biais des figures conçues par Falconet. Notamment Falconet vraiment va inspirer beaucoup les sculptures de la manufacture de Sèvres. Donc là, je vous montre un groupe en terre cuite qui est conservé au Musée national de céramique à Sèvres, un groupe en terre cuite de Falconet, conçu en 1766, qui s'appelle le pas de 5, qui a été utilisé pour concevoir un certain nombre d'éditions de groupes sculptés très complexes, d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment tout un enchevêtrement de figures. Donc là, je vous en montre une qui était passée sur le marché de l'art, qui avait fait l'objet d'une publication par Camille Leprince notamment et Cyril Froissart. Voilà, un ouvrage qui présentait la totalité de cette figure en détail, figure polychrome aussi, puisqu'on a quand même, là on est en 1773 pour ce groupe-là. C'est vrai qu'on a peu de figures polychromes à Sèvres dans ces années-là, donc c'est un groupe qui détonne un petit peu, qui est assez intéressant, puis très riche sur le plan chromatique, et qui pourrait faire penser directement justement aux productions de la manufacture de Meissen dans un certain côté. Et en fait, il va vraiment inspirer Michel Victorassier, ce groupe vraisemblablement, pour réaliser un ensemble. Je n'en ai qu'une réédition du 19e siècle. Je vous remontre le groupe précédent, réalisé à Sèvres, d'après Étienne Falconet. Et là, le groupe d'après Michel Victorassier. Donc là, c'est une édition de la seconde moitié du 19e siècle, mais en fait, c'est dans les années 70, donc quelques années après la terre cuite qui date de 1766, Michel Victorassier va reprendre ce modèle de Falconet. Donc c'est vrai qu'il y a quand même toujours un lien effectivement avec Falconet. On voit qu'il s'en inspire d'une manière ou d'une autre. Cette pièce-là, ce groupe-là, avec cette polychromie assez étonnante, est passé en vente chez Dorotheum à Vienne en 2020. Et donc c'est un modèle qui va être repris pendant la période Marcolini, donc 1774-1814. Autre parallèle, même si là il y a quand même une nette différence, mais on sent qu'il y a des compositions qui ont pu inspirer plus ou moins directement. À gauche, je vous présente la danse allemande, un biscuit de porcelaine tendre conçu en 1765 par Falconet. Donc là, c'est l'exemplaire à gauche en biscuit du Musée national de céramique. À droite, je vous montre un couple de danseurs conçu par Michel Victorassier dans les années plutôt 1780, donc vraiment plus tardif. Celui-ci est conservé à Stockholm, au National Museum. Et
Bon, il y a aussi le goût pour cette thématique-là, mais on peut aussi, parfois on fait un peu le parallèle. Il y a un certain nombre d'articles où il est fait le parallèle entre ces deux groupes, même si l'enchevêtrement n'est pas tout à fait le même, mais voilà, ce type de compositions sont souvent associées, donc influence ou pas de Falconet. En tout cas, c'est intéressant de se poser la question. Alors c'est vrai que le biscuit, qui connaît un grand triomphe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle à Sèvres, va aussi inspirer la manufacture de Meissen. Je ne vais pas vous montrer le biscuit de la manufacture de Meissen, très néoclassique. Michel Victor-Assier, lui aussi, nous démontre, en parallèle de ce développement du biscuit, le goût très tardif, en fait, encore à la manufacture de Meissen, de grands groupes blancs émaillés, ce qui a été, par exemple, abandonné très, très tôt, finalement, à la manufacture de Sèvres. À Meissen, on va poursuivre assez tard ce type de composition. Là, c'est quand même un groupe assez imposant, qu'on appelle soit l'histoire de la Saxe, du nom de la grande figure ici qui incarne la figure de l'histoire en train d'inscrire sur son pupitre, ou le traité de Teschen. Donc c'est un grand groupe émaillé en porcelaine dure qui a été conçu vers 1780-1781, juste avant la retraite de Michel Victor-Assier, et qui est conservé à Dresde, à la Porzellansammlung. Un groupe assez complexe qui renvoie au contexte politique de l'époque. Donc ça provient d'abord d'un surtout, qui était destiné à Nikolai Vassilievitch Repnin, qui était un homme fort, un homme politique fort, mais aussi un militaire de l'Empire russe. Un cadeau qui était initié notamment par Friedrich Auguste III pour remercier ce monsieur Repnin. Et donc, en fait, le cadeau prenait la forme de tout un service de table, un service à dessert accompagné d'un surtout, avec plusieurs groupes comme ça assez colossaux. J'en profite, si ça vous intéresse, si vous ne le connaissez pas, j'ai rapporté un catalogue qui est assez intéressant, qui existe en allemand et en anglais, qui fait le lien justement entre toutes les commandes passées par la Russie et la manufacture de Meissen. Donc dans ce catalogue sont évoqués un certain nombre de groupes, la grosseur russische Bestellung dont je vous ai parlé tout à l'heure, et justement ces différents groupes conçus pour Repnin. Donc vous pourrez le feuilleter si vous voulez à la fin. Désolée, je reprends. Donc voilà, donc ça évoque notamment la signature du traité de Teschen en mai 1779 entre l'archiduché d'Autriche et le royaume de Prusse, qui va marquer la fin de la guerre de succession de Bavière, qui a duré entre 1778 et 1779. Donc on voit 4 figures d'enfants, 1, 2, 3, 4, c'est bien ça, autour d'un globe. Oui, il y en a un qui est derrière aussi la figure de l'histoire. Et en fait, ces 4 figures d'enfants incarnent les différentes nations qui ont été impliquées dans ce conflit, l'Autriche, la Prusse, la Russie et la France. Et l'histoire de la Saxe, donc cette grande figure féminine debout, drapée un petit peu à l'antique, en train d'inscrire sur sa tablette, fait référence donc à ce traité signé donc dans les années 1770. Et ça souligne ici le rôle de la Russie dans la signature de ce traité, dans la négociation de ce traité. Donc là, un groupe conçu par Michel Victor-Assier assez imposant. Parlons maintenant de la fin de la carrière de Michel Victor-Assier, qui va quitter la manufacture de Meissen en 1781. Donc il quitte cette manufacture, mais il va rester en contact avec elle et continuer en fait à collaborer de loin, notamment pour ce projet qu'on cite en général pour la fin de la carrière de Michel Victor-Assier, donc cette cheminée monumentale. On est vers 1782. 1780-1782. En fait, il va en partie rester un peu au service de la manufacture à la fin de sa vie, en tout cas au début des années 1781. Et il collabore donc à cette cheminée d'apparat. Vous avez un ensemble de vases, en fait, d'urnes en quelque sorte, puisque l'inspiration antique, elle est très, très présente dans ces vases, dont, je ne sais pas si vous voyez, la polychromie qui était à la base des vases est liée à la collaboration avec Neuber, notamment, Johann Christian Neuber. Et donc, en fait, c'est un collectif, je dirais, d'artistes, dont Michel Victor-Assier, qui participe à cette cheminée monumentale qui a été en fait installée dans la Grünes Gewölbe à Dresde, donc dans la voûte verte de Dresde, et qui devait être offerte, et là j'ai un trou, mais je cherche dans ma fiche, qui devait être en fait offerte au tsar Paul Ier. Et donc le cadeau n'a pas été réalisé, donc finalement elle a été installée à la Grünes Gewölbe. C'est quand même assez chic d'avoir une cheminée de cette ampleur-là, assez monumentale, assez presque architecturale. Donc collaboration assez tardive de Michel Victor-Assier, et on reconnaît, c'est vrai, dans les vases notamment des côtés, des formes qui évoquent certains des vases que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Donc c'est vrai que quand Assier va quitter la manufacture de Meissen, son influence reste, sa marque en quelque sorte reste assez forte, d'une part parce qu'il y a des artistes qui sont encore à la manufacture actifs et qui avaient collaboré avec lui, Schönheit, Schönau. Il faut savoir également qu'il y a tout un ensemble d'estampes
d'estampes de gravures qui ont été diffusées dans les années 1780, début des années 1790, réalisées par Elsasser, donc c'est-à-dire Schönau. Ces gravures avaient pour vocation de faire une sorte de répertoire des pièces les plus importantes qui avaient été produites à la manufacture de Meissen au XVIIIe siècle. Et dans ce répertoire, qu'on appelle les Konturen, parce que ce sont des dessins très simplifiés d'un certain nombre de figures notamment, on a beaucoup de pièces d'après Michel Victor-Acier, ou attribuées à Michel Victor-Acier, beaucoup plus que finalement de figures de Kendler. Donc c'est assez intéressant de marquer et de montrer qu'à la fin du XVIIIe siècle, il a vraiment sa place et il est véritablement célébré. Donc son héritage est quand même assez important. C'est vrai qu'il n'a travaillé qu'une quinzaine d'années, mais il a conçu à peu près 200 modèles de figures, mais un peu plus également de pièces de céramique de table, de vases. Donc il a vraiment marqué en tout cas l'inflexion néoclassique et l'influence française à la manufacture de Meissen. Et comme je vous l'ai fait comprendre, il faut quand même nuancer son rôle puisqu'il a souvent collaboré avec d'autres artistes qui lui ont pu lui donner des modèles et avec qui il a modelé des pièces. Ce qui est intéressant, c'est de voir également le succès, entre guillemets, au XIXe siècle de cet artiste. C'est-à-dire qu'on va presque abusivement parfois reprendre et reprendre des modèles de Michel Victor-Acier. Et on en voit très souvent sur le marché de l'art, alors beaucoup en Allemagne, mais quand même pas mal à Paris, sur le marché de l'art, on en voit des figures d'après Michel Victor-Acier, traitées avec une palette chromatique assez parfois douteuse, mais en tout cas c'est toujours intéressant de voir la diffusion vraiment très vive de ces modèles qui ont été vraiment beaucoup repris au XIXe mais jusqu'au XXe siècle. Vraiment une quantité de sculptures, notamment de personnages qui ont été repris d'après Michel Victor-Acier, avec des compositions qui sont parfois légèrement modifiées ou pas, et donc avec la polychromie qui varie par rapport au XVIIIe siècle. Là, je vous montre quelques figures de ce qu'on appelle les Devisenkinder, ces enfants qui sont dotés de devises, justement de petites citations en français sur leur socle. Là, vous les devinez. En fait, c'est un ensemble de figures qui ont été conçues par Michel Victor-Acier et qui ont connu un certain succès aussi à la fin du XVIIIe siècle et très grand succès au XIXe siècle, repris là aussi en grande quantité. Donc ici, je vous présente un amour sur son socle, je les balance, au centre, je le dompte, et à droite, prix de la constance. Voilà, donc des sujets un peu sensibles. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est parfois ça rappelle vraiment des figures d'enfants que pouvait traiter aussi Kendler. Je trouve qu'il y a vraiment un lien. Donc on est assez tard, on est dans les années 1775, donc c'est l'année de la mort de Kendler, mais Je les dompte a été conçu donc, au centre en 1778, mais voilà, on est peu après la mort de Kendler, et c'est vrai que malgré tout, je trouve son influence est toujours présente. Donc pour ces Devisenkinder, et donc je vais vous montrer ici une réédition 19e. Donc les pièces que je vous ai présentées avant étaient conservées à Dresde, à la Porzellansammlung. Et là, vous avez une réédition 19e qui est en collection particulière. Donc fin 19e, seconde moitié 19e, peut-être début 20e, mais plutôt seconde moitié 19e pour cette figure. Je le dompte, donc normalement on l'a au centre ici, vous l'avez ici, dans une autre gamme chromatique. Et ici, une figure qui est conservée dans les réserves du Musée national de céramique à Sèvres. Je prends mon essor avec un petit cœur ailé sur le nuage. C'est toujours très, très amusant. Et donc voilà, il prend son essor, ce petit cœur. Et donc là, c'est une figure qui date de 1910. Je crois que j'ai pris la marque. Donc voilà, en 1910, on a voulu célébrer le bicentenaire de la création de la manufacture. Et donc du coup, un certain nombre de pièces, de modèles anciens ont été réédités comme ça. Donc vous avez une belle marque aux épées bleues entourée des deux dates. Je vous montre deux derniers groupes pour vous dire aussi que, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment sur le marché de l'art, on voit beaucoup de pièces. Donc là, c'est des rééditions du 19e siècle, d'après des groupes assez complexes de Michel Victor-Acier. Ici, donc, je vous ai souvent dit des groupes plein de personnages qui communiquent entre eux autour d'une sorte de pilier central, parfois, sur un socle plus ou moins colossal. Donc là, c'est un groupe autour d'un arbre en fait, de différents personnages, avec ce personnage au tricorne au sommet, qui est passé en vente chez Hagersheimer Kunstauktionen à Düsseldorf en 2019. Passé en vente pour 1 600 €. Je vous donne les prix parce que c'est toujours intéressant. Un groupe quand même assez conséquent et techniquement assez intéressant au niveau de la réalisation des fleurs de l'arbre, enfin des feuilles de l'arbre, pardon, au sommet. Et une dernière groupe, la Bouclée Bouclée, c'est un groupe que je vous ai déjà montré tout à l'heure,
ici dans une version, je dirais, très 19e, donc d'un groupe qui a été conçu en 77-79 par Michel Victorassier, en parallèle avec Sean Haidt, passé chez Lampertz à Cologne en 2016. Et donc ce groupe de l'école de l'amour, moi ce qui me marque beaucoup, ce qui me frappe, c'est la polychromie notamment de la robe de la dame qui est très, très forte, très marquée. Vous avez des tonalités d'orange et de vert aussi assez étonnants. Et donc lui, vendu en 2016 pour 3 472 € pour être précis. Donc voilà, on voit beaucoup de groupes, souvent signalés, les groupes colossaux comme ça sont assez remarqués et vont avoir des prix de vente beaucoup plus importants, alors que les figures plus petites que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, là, elles sont très abondantes et ne vont pas forcément atteindre les mêmes cotes. J'espère que vous avez pu bien voir comme ça l'évolution et puis l'influence assez tardive de cet artiste jusque même à nos jours en fait. Il y a encore des groupes qui sont édités par la manufacture de Meissen qui aujourd'hui encore produisent par exemple les animaux de Meissen sont toujours produits à la manufacture de Meissen, les animaux conçus dans les années 1730, donc il y a vraiment une pérennité de ces modèles très anciens. Finalement comme à la manufacture de Sèvres où on produit aussi encore des modèles du XVIIIe siècle. Et donc un artiste qui est méconnu en France mais qui a quand même un certain intérêt sur l'empreinte qu'il a pu marquer à la manufacture dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, qui n'est pas toujours évidente pour cette manufacture. Et un artiste qui est vraiment méconnu en France, alors qu'en Allemagne, vraiment, il y a beaucoup plus d'articles, beaucoup plus d'études, mais il faut lire en allemand. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci.